Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale produite par Audencia et Malakoff Humanis. Comment détecter, accompagner et favoriser l'intégration professionnelle des jeunes adultes aidants aujourd'hui? C'est la thématique de ce live. Un sujet, on le sait, presque invisible en France, mal connu, avec une trajectoire professionnelle parfois sous influence. Ce sont des personnes qui font face à des défis uniques, en jonglant notamment avec les responsabilités de soins, tout en poursuivant leurs propres objectifs scolaires et professionnels. Et malgré ces défis, de nombreux jeunes adultes aidants développent des compétences précieuses comme la communication, la patience, la compréhension et la capacité à gérer des situations difficiles. Un des enjeux clés est l'identification et la reconnaissance de ces jeunes aidants, tant par les professionnels de la santé et de l'éducation nationale que par la société en général. Une émission que l'on vous propose d'environ d'un peu plus d'une heure, en 2 parties, mesurer et détecter, puis comprendre et accompagner. Qui sont ces jeunes adultes aidants? Quel est leur profil? Comment les détecter, que ce soit en milieu scolaire ou professionnel? Quel est leur quotidien? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en plateau Aurélie Intas. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse, professeure au laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'université Paris-Cité. À vos côtés, on retrouve Rebecca Willy. Bonjour. Merci d'être avec nous Rebecca. Vous êtes la coordinatrice opérationnelle de l'association La Pause Brindille. Et puis vous connaissez certainement cet influenceur, un influenceur qui a plus de 280 000 abonnés qui le suivent sur sa chaîne YouTube. C'est Romain Guérino, alias Roro le Costaud. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas de nous faire le plaisir d'être avec nous pour ce sujet concernant les danses. Vous allez nous expliquer dans quelques instants en quoi ce sujet vous est cher. Et puis nous retrouvons en distanciel une jeune aidante, Julie Bouchra. Bonjour Julie. Bonjour. Merci Julie. Alors vous êtes en distanciel du côté de Lyon et on vous a consacré un reportage que nous allons voir dans un instant et vous allez nous raconter votre quotidien. À tout de suite Julie. À tout de suite. Si je vous dis jeune adulte aidant, quel mot vous vient à l'esprit? Romain? Moi, soutien. 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 Rebecca? Moi, peut-être la question de la double vie. Ce sont des jeunes qui alternent entre une vie d'études, une vie professionnelle et une charge, une responsabilité, une sorte de double journée finalement. Double journée. Aurélie? Et moi, identifier, parce qu'il y a un vrai besoin d'identifier ces jeunes. Et tiens, on va se connecter avec Julie. Julie, je peux vous poser la question? Quel mot vous vient à l'esprit si je vous dis jeune adulte aidant? Pour moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot courage. Courage, très bien. Et vous n'en manquez pas, on le verra dans un instant. Aurélie, alors vous vous êtes intéressée de près à ce sujet en réalisant donc des études avec votre laboratoire. En quoi ce sujet est pertinent, intéressant, socialement parlant? Alors peut-être quelques éléments de contexte. D'abord, moi je mène des recherches au sein d'un laboratoire où on s'intéresse aux personnes qui ont des problèmes de santé, donc que ce soit des maladies somatiques ou des maladies psychiques. Et donc dans ce cadre-là, on essaye de voir les difficultés, les besoins que ces personnes ont. Et puis on s'intéresse aussi à l'environnement, donc les professionnels, comment est-ce qu'ils accompagnent ces personnes, mais aussi l'environnement familial. Et jusqu'en 2017, on avait travaillé sur la famille, sur les proches, les conjoints et les aidants adultes. Et avec ma collègue Géraldine Dorard, on a découvert en fait la question de l'aidance chez les enfants et chez les adolescents. Et c'est vraiment à ce moment-là que, eh bien, on a développé des recherches sur ce thème, justement parce qu'on a vu qu'il n'y avait rien en France en termes de recherche à ce moment-là, alors qu'il y avait des choses sur le plan international qui étaient parfois assez avancées. Et après, par ailleurs, au-delà de la recherche en France, à ce moment-là, il y avait encore peu de choses, même si au cours de l'année 2017, après, il y a eu quelques résultats, notamment par le biais de l'enquête Ipsos Novartis. Alors, vous avez mené une étude qui s'appelle Campus Care, dont nous allons découvrir quelques images, un motion design qu'on peut retrouver sur le site du laboratoire. Quel a été le process de cette étude Campus Care? Alors, cette étude, elle s'inscrit donc dans le projet de recherche qu'on a développé avec ma collègue. Au départ, on s'est intéressé
aux lycéens. Et puis ensuite, en fait, assez rapidement, on s'est intéressé aux étudiants parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, on est au contact régulier des étudiants. Et donc, on a souhaité explorer cette question aussi sur le plan international. Il n'y avait pas de recherche, très peu sur les jeunes adultes et notamment sur les étudiants. Et notre premier objectif, c'était vraiment d'essayer de voir combien ils sont, qui ils sont, quelles sont leurs caractéristiques et puis quelles difficultés ils rencontrent, quels sont les impacts de cette situation sur leur santé et sur leur scolarité. Ouais. Et quels ont été les sujets qui ont été abordés pendant l'étude? Et alors, vous l'avez menée, on rappelle quand même, pendant 2 ans, au tout début de la période Covid. Oui, tout à fait. On a lancé l'étude juste avant et puis après, au cours des confinements et puis on a recruté autant d'étudiants qu'on a pu. Oui, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être simple. Oui, c'était pas simple et en même temps, vu que tout le monde était derrière son ordinateur, ça a pu peut-être aussi favoriser les choses. Mais ce qu'on a évalué, c'était vraiment... Alors, on s'est adressé à tous les étudiants, quelle que soit leur situation. On leur disait juste qu'on s'intéressait à leur santé et à la santé de leurs proches. Et on leur a demandé plein d'informations sociodémographiques, des informations sur leurs conditions familiales, leurs conditions de vie, leur choix d'études et puis, eux, leur santé mentale, leur niveau de bien-être et leur santé physique. Alors, quels résultats en sont ressortis ? Alors, on a pu observer que, d'abord en termes de proportion, donc il y a 15,9% des étudiants dans notre échantillon, donc de un peu plus de 6700 étudiants qui étaient en situation d'aidance. Donc, ce qui veut dire à peu près 1 étudiant sur 6. Donc, ça, c'est quand même une proportion importante, qui était aussi un premier élément important. Et puis ensuite, au niveau de leurs caractéristiques, donc on a observé que ça concernait beaucoup plus de filles que de garçons. Donc ça, on le sait avec les aidants adultes déjà, et puis les aidants un peu plus jeunes, on avait observé la même chose. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'entre les lycéens et les étudiants, il y a une proportion plus importante de femmes en augmentant avec l'âge. Et puis, on a vu aussi que les étudiants, ils aident souvent, le plus souvent, un parent et notamment une mère, et puis les grands-parents et les frères et sœurs. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que, en fait, les étudiants rapportent que leurs proches ont souvent plusieurs problèmes de santé ou qu'il y a plusieurs proches malades. Donc, sur les étudiants aidants, il y en avait plus de 60% qui avaient plusieurs proches malades. Donc, finalement, on n'aide pas forcément qu'une seule personne. Et puis, dans les maladies que ces proches avaient, donc les maladies, la proportion la plus importante, c'était les maladies somatiques physiques, type cancer, sclérose en plaques, etc. Mais il y avait aussi une proportion très importante de proches qui avaient des troubles psychiques. Et ça, c'était un résultat vraiment qui nous a surpris parce que chez les lycéens, on n'avait pas du tout cette proportion-là. Et probablement parce que quand on devient adulte, on se rend mieux compte finalement de l'aide des difficultés que le proche peut avoir. Et puis, du coup, on peut mieux le répondre dans un questionnaire. Et aussi parce que... autour de l'adolescence et quand on est jeune adulte, il y a plus de troubles psychiques qui se développent sur cette tranche-là. Donc finalement, on a plus de risques aussi d'avoir des proches qui ont ce type de difficultés. Donc ça, c'était sur les caractéristiques. Et puis après, on a observé aussi qu'il y avait un impact sur leur santé mentale. C'est vraiment des jeunes qui vont dire qu'ils ont plus de difficultés dans leur niveau de bien-être. Ils ont aussi plus de problèmes de santé d'une manière générale que les autres jeunes. Il y a des répercussions importantes, Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis sur leur scolarité, sur le choix de leurs études, on voit qu'il y a beaucoup plus d'étudiants aidants dans les filières médicales, sociales, par rapport aux autres filières. Et donc ça, c'est à relier au fait que probablement ceux qui ont été confrontés à cette situation vont choisir ce type de filière. Mais après, il faut se dire aussi que, je pense qu'il ne faut pas négliger les autres filières parce qu'on peut être confronté à un proche malade à n'importe quel moment au cours de sa scolarité. Et donc, ces jeunes, ils peuvent être partout. C'est une étude qu'on peut retrouver donc, sur le site internet de l'Université Paris-Cité, Campus Caire. Tout à fait. Et vous avez aussi réalisé donc, des recherches sur les mineurs. Alors, vous avez parlé de lycéens, on peut parler aussi donc, des collégiens. Quelle différence vous faites justement avec les jeunes adultes aidants ?
Alors, nos travaux, ils montrent qu'il y a certaines spécificités, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'identification de la maladie du proche. Et ce qui est important aussi, c'est par rapport à la conscience d'aider. En fait, les jeunes adultes, ils vont avoir davantage conscience d'aider. En tout cas, c'est plus facile pour eux de dire qu'ils aident, alors que je pense que chez les enfants et chez les adolescents, finalement, c'est plus naturel. Ça vient sans se poser de questions. Et donc, il faut se dire qu'en termes d'identification, ça va être plus difficile d'identifier des enfants et des adolescents, puisque eux-mêmes n'ont pas conscience de cette aide. Vous l'avez remarqué avec votre fille, Romain ? Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que il y a ce côté. J'avais le mot sur le bout de la langue avant que tu le prononces. C'est que c'est ça. C'est en fait chez les enfants, c'est naturel. Ils le font naturellement. Bon, en plus, elle m'a connu depuis toute petite en fauteuil roulant. Donc c'est vraiment, c'est ça. C'est que c'est naturel. C'est son quotidien. Ouais. Elle a 11 ans. Et elle va pas se considérer. Si je lui dis le mot, tu es une aidante, elle va me dire c'est quoi ça, papa ? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça ? Non, je suis pas ça, moi, non, pas du tout. Mais alors que si, déjà. Ouais. C'est vrai. Et peut-être que le fait de le formaliser, c'est aussi le comprendre. Bien le sûr. fait de le dire. Peut-être que vous aurez l'occasion de le lui dire. Ouais, bien sûr. On en a déjà discuté un petit peu. Hein. J'évoque avec elle, en essayant de lui faire comprendre qu'il y a des choses que je veux faire tout seul, et en lui faisant comprendre que elle a un papa en situation de handicap. Qu'il y a des choses que je lui demande que peut-être des parents ne demandent pas à leurs enfants. Mais par contre, il y a des choses que je demande, mais parce que je suis un papa. Ouais, tout court. c'est ça. Voilà, avec ça, il faut que tu comprennes que attention. Tous les enfants font pareil. C'est normal. Enfin, on demande à tous les enfants normalement. Voilà. Exactement. Mais, Rebecca, alors, vous le remarquez, vous, dans votre association, cette différence de profil que vient d'évoquer Aurélie ? Oui, complètement. Alors c'est vrai que nous, à la Pause Brindille, on va accompagner des jeunes qui ont entre 7 et 25 ans. Donc on voit autant des enfants, des adolescents que des jeunes adultes aidants. 3 générations finalement. Donc 3 générations, c'est ça. Et c'est vrai que chez les adolescents, en tout cas principalement pour ce que j'observe, chez les adolescents, il y a moins ce recul, c'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus dans le quotidien, c'est beaucoup plus spontané, alors que chez les jeunes adultes aidants, on a comme une prise de conscience du rôle qui s'est aussi accumulée à long terme, et donc on a aussi potentiellement des jeunes qui vont chercher à être aidés ou à sortir de la relation d'aide, enfin voilà, il y a ou à être accompagné, à trouver du relais, alors que chez les adolescents c'est plus non, je gère, tout va bien pour moi, j'ai pas besoin d'aide finalement. Et chez les jeunes adultes aidants, on a plus de jeunes adultes qui cherchent des solutions, qui cherchent aussi à construire leur propre vie, leur propre identité. Ouais. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ce sont des jeunes adultes qui souvent ont envie d'aider les autres jeunes aidants, donc les plus jeunes. Donc ils ont aussi ce côté, j'ai envie de m'engager pour les jeunes, les enfants, les ados qui vivent ça. Alors justement, on va en parler de votre association, elle est formidable. Quelle mission vous vous êtes donnée ? Alors notre mission à la Pause Brindille, c'est vraiment de créer une communauté de soutien pour les jeunes aidants. Donc c'est ce qu'on appelle la tribu Brindille. C'est une communauté qui sera accessible, qui est accessible, quel que soit l'endroit où se trouvent les jeunes, donc partout en France. L'objectif, c'est vraiment qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils ne soient pas tout seuls, qu'ils aient vraiment cet espace pour eux. Et comment vous les détectez, ces jeunes adultes aidants ? C'est ces 3 générations. Voilà, alors c'est vraiment l'une des premières missions que se donne la Pause Brindille, c'est la sensibilisation et l'information sur la thématique des jeunes aidants. Et donc ce qu'on va faire, c'est avant tout aller dans les établissements scolaires, donc les collèges, les lycées ou les universités, pour identifier, pour parler de ce sujet-là et pour que les jeunes se reconnaissent et qu'ils puissent venir vers nous. Ensuite, on va aussi sensibiliser tous les professionnels, que ce soit de la jeunesse ou de la santé, du médico-social, des services hospitaliers, pour qu'ils aient ce réflexe jeunes aidants, ce réflexe de détection des jeunes. Et puis, on fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Bon, peut-être beaucoup à beaucoup moins grande échelle que Romain, mais on essaye en tout cas. On a un compte TikTok, on a un compte Insta, et l'objectif, c'est de partager beaucoup de contenu sur ces réseaux-là pour que les jeunes se reconnaissent via leur propre plateforme. Et c'est important de faire connaître, Romain, ce type d'association. Un petit coup de pouce comme ça. Hein, Romain l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Non, j'ai déjà fait. Et avec grand plaisir. Voilà. Vous avez mis en place, vous venez de le dire, une tribu. C'est une vraie communauté pour laquelle vous proposez des activités. Alors, quel type d'activités vous proposez ? Alors, à Lyon, donc nous on est une association lyonnaise à l'origine. À Lyon, on fait des activités tous les mois pour ces jeunes. Donc par exemple, demain, on propose des activités pour les jeunes adultes aidants, une journée autour de l'estime de soi. Et puis, on a un service d'écoute aussi qui est accessible partout en France, par SMS, appel et via chat, et qui est tenu par d'autres jeunes solidaires engagés sur cette thématique-là. Et ces jeunes écoutants, sont formés et supervisés par un psychologue. Et puis, on a aussi lancé un festival, donc le Tribu Brindille Festival, qu'on a réalisé pour la première fois en 2022 et dont la prochaine édition aura lieu en 2024. Et on en voit quelques images justement
évidemment à l'antenne. Vous connaissez l'association Romain, il y en a d'autres, on le verra dans la deuxième partie de cette émission. Heureusement qu'elles existent. Mais bien sûr, parce que moi, j'avoue que voilà, j'ai découvert le handicap il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. C'était en 2012. Voilà, 2012, donc une grosse dizaine d'années. Tout ça, c'est l'inconnu pour moi. Et effectivement, quand au départ, il y a un premier collectif qui est venu et qui s'occupait des aidants, j'ai dit tiens, oui, qu'est-ce que c'est que ça, effectivement. Et même moi, en fait, je m'étais pas rendu compte que au quotidien, ma fille, mes proches, mes frères et sœurs étaient des aidants finalement. Même moi, qui suis une personne handicapée, j'avais des gens qui m'aidaient, mais pour moi, c'était ma famille, c'était mes amis. Mais effectivement, non, ils ont ce rôle d'aidant et ça m'a permis. Le regard a changé. Bien sûr, parce que ça m'a permis de me rendre compte aussi de ce rôle qu'ils jouent, entre guillemets, ce deuxième boulot. Ouais, c'est cette deuxième journée. C'est ce que deuxième disait journée. Effectivement, Rebecca, à qui ça s'adresse l'association? C'est uniquement aux aidants ou est-ce que les familles peuvent y participer? Alors nous, à la Pause Brindille, on va vraiment accompagner les jeunes aidants parce que l'objectif, c'est de leur offrir un temps pour eux et pas par exemple avec leurs parents ou avec leurs frères et sœurs. Mais quand on accompagne un jeune qui est dans cette situation-là, finalement, on accompagne aussi toute une famille. On favorise le mieux-être au sein d'une famille. Donc des jeunes qui sont mieux, plus épanouis, vont être plus heureux au sein d'une même famille. En tout cas, c'est notre parti pris. Julie, vous faites partie de la tribu de la Pause Brindille. Alors, je regarde sur ma droite parce qu'elle est là et juste à côté de moi là. Salut Julie. Voilà. Julie, vous faites partie donc de la Pause Brindille. En quoi c'est important pour vous de participer à ces activités et qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ce que ça m'apporte, donc la Pause Brindille, c'est de pouvoir être entourée et de ne plus me sentir seule. Parce que pendant très longtemps, je me suis sentie seule. J'ai découvert que j'étais jeune aidante, je devais avoir 20-21 ans, donc c'est très très récent. Et je me suis toujours sentie seule. Et là, pour le coup, d'avoir plein de personnes autour de moi qui vivent un petit peu la même chose que moi, ça fait énormément de bien. Ça apporte du soutien aussi, de pouvoir se dire voilà, je peux me confier sans aucune gêne, sans aucune peur. Et puis, moi, je trouve ça merveilleux juste de pouvoir savoir que si on a besoin, il y a quelqu'un. Ouais, c'est vraiment le soutien. Alors, Julie, vous habitez près de Lyon. Comment est-ce que vous l'avez connue, cette association, justement ? Et un jour, ma mère a fait un colloque sur le handicap et elle m'a envoyé un SMS en me disant tu sais, là, il y a une super association qui s'appelle la Pause Brindille qui est là et qui s'occupe des jeunes aidants. Et moi, je venais tout juste de découvrir que j'étais jeune aidante. Et elle m'a dit, prends contact avec eux. Donc, en fait, on a échangé un petit peu par SMS. Et puis, un jour, j'ai vu qu'il y avait le Tribu Brindille Festival, dont parlait Rebecca tout à l'heure, qui était mis en place. Et c'était une période où j'avais un petit peu peur de sortir de chez moi. Je restais un petit peu dans ma bulle. Et là, sur un coup de tête total, je me suis dit, je vais aller au Tribu Brindille Festival. Et ça a été une journée absolument merveilleuse où j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai pu faire des activités, notamment j'ai fait de la sophrologie, ce qui m'a quand même beaucoup aidée par la suite. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais effectivement, cette association, elle est géniale. J'aurais énormément aimé pouvoir en faire partie quand j'étais enfant ou quand j'étais ado. Et maintenant que je suis dedans et que je sais que ça existe... je veux continuer à être là-dedans. C'est une belle ambassadrice, Rebecca. Oui, on a beaucoup de chance. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir compter sur des jeunes qui prennent la parole. C'est pas si facile, ça demande du courage. Elle le disait tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette. Alors les caméras d'Audencia vous ont suivi dans votre quotidien, Julie. Je vous propose de regarder leur reportage et on en parle juste après. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et ma vie diffère considérablement de celle des autres jeunes de mon âge. Toute petite, à l'âge de 7-8 ans, j'ai dû endosser le rôle d'infirmière, de cuisinière, en passant par le rôle d'assistante sociale, de taxi. Ça va être de la pâte à crêpes de compète. Quand j'étais à l'école, je me permettais pas trop d'en parler. J'avais peur d'être différente et d'être rejetée. Et là, il y a Laura qui dessine. Il faut toujours que je puisse avoir un œil sur elle. Et Duplion, Julie, bonjour. Oui, ce serait pour quelle formation ? Plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Tenez, de rien. Bon cours. Beaucoup de fois, je me suis sentie seule,
triste et un petit peu abandonnée. Pourtant, j'ai dû mettre ces émotions de côté pour le bien de ma famille. Merci d'être venue. Je t'aime. Oui. Et tu m'envoies un message quand vous êtes arrivés ? Yep. En France, on est plus d'1 million à vivre la même chose. Je suis ce qu'on appelle une jeune aidante et je vais vous raconter mon histoire. Coucou. Un câlin, Lily ? Câlin, Lily. Câlin. Oh, câlin, Lily. J'ai dit, on va voir Lily. Et j'ai eu droit à un joli sourire. Oh, joli sourire. Voilà. Être jeune aidante, c'est une charge mentale. C'est dur à gérer parce que moi j'ai pensé plusieurs fois, mais pourquoi elle et pas moi ? Et plusieurs fois, j'ai rêvé de pouvoir prendre sa souffrance et sa maladie et elle la laisser vivre sa vie en paix. T'as fini ? Merci. À l'école, un jeune aidant, quand il ne peut pas faire un devoir, c'est tout simplement parce qu'il est occupé à autre chose. Il a 2 journées, lui, déjà, du départ. Regarde, c'est toi, là, quand t'es toute petite. Ce qui a été dur quand j'étais enfant, en tant qu'aidante, c'était de voir la souffrance dans les yeux de mes proches. Ce qui a été dur aussi, c'était la solitude et me sentir différente. Gros câlin. Moi, j'ai pas osé non plus aller vers les gens et leur en parler. Mais je pense que quand j'étais enfant et ado, c'était pas à moi d'aller voir les adultes. C'était aux adultes de voir que j'étais pas bien, parce qu'il y avait des jours ça se voyait. Et c'était aux adultes de venir me voir et me dire « Écoute, on peut en parler si tu veux ». Et ça, personne l'a fait. Lors de mon entretien d'embauche, j'ai pas du tout évoqué mon rôle d'aidant. Il m'a fallu quelques mois pour pouvoir en parler avec ma directrice. Justement, j'avais encore du mal, moi, à me reconnaître en tant qu'aidante et que jeune aidante. Julie nous l'a expliqué, on va dire, dans les 2-3 mois après qu'elle soit arrivée. Elle nous a expliqué la situation par rapport à sa petite sœur. Et puis, on essaye de lui arranger son temps, si possible, pour que ce soit compatible avec ses activités. Il s'est bien passé ton week-end ? Bah oui, et toi ? Oui. Il y a ta sœur qui est venue en plus ? Oui, avec ma maman. Ça s'est bien passé le trajet ? Ouais. C'est important pour moi de pouvoir échanger avec mes collègues, surtout avec Agnès, parce que je m'entends très très bien avec Agnès. Quand elle voit que je suis pas bien, elle me demande pourquoi je vais pas bien, et donc du coup je lui explique la maladie de ma sœur, ce que ça implique, le fait d'être jeune aidante. De toute façon, c'est un motif de transport. Merci. De rien. Bonne journée. Je pense que le fait d'être jeune aidant, c'est un atout dans mon travail, parce que justement, je suis beaucoup plus à l'écoute des gens. Et quand je suis à l'accueil, j'ai besoin d'être à l'écoute des gens, j'ai besoin d'être accueillante, j'ai besoin d'être agréable. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'étudiants qui viennent se confier aussi. Et donc du coup, il faut que je sois ouverte. Le poste qu'elle occupe, comme elle est en contact aussi avec beaucoup d'étudiants, eh bien, elle peut aussi aider les étudiants. Il faut savoir que nous, au sein de notre établissement, on a des étudiants qui rencontrent des difficultés aussi dans leur milieu professionnel ou qui ont aussi des problèmes d'handicap. Et en fait, Julie a vraiment des qualités, et notamment des qualités d'écoute, de patience, pour justement accompagner nos étudiants. Je suis très fière de ce qu'elle fait, parce que tout le monde ne pourrait pas être aidante comme elle le fait. Elle y met vraiment beaucoup de cœur et franchement, c'est vraiment une belle personne. Et j'ai la chance de travailler avec elle. Dans mon entreprise, il y a ma responsable pédagogique qui est aidante. Et je vais beaucoup la voir, notamment quand je vais pas bien, parce que je sais qu'elle va me comprendre et puis qu'elle va m'écouter. Je crois que les jeunes aidants ne se sentent pas toujours légitimes dans ce rôle-là et peuvent avoir effectivement une crainte d'en parler en entreprise. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je crois que c'est surtout à l'entreprise d'essayer de démocratiser peut-être la parole à ce sujet-là, mais encore faut-il que les entreprises aient conscience aussi du sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ce n'est pas une question qu'on posera
en entretien de savoir, tiens, est-ce que vous êtes jeunes aidants? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Donc c'est plus, je pense, une communication, quelque chose que les entreprises doivent elles-mêmes intégrer et derrière, communiquer aussi à ce niveau-là. Comme on communique sur la RSE, voilà, on peut aussi communiquer sur ce que l'on peut mettre en place pour les jeunes aidants. Exuplion Jolie, bonjour. Très bien, c'est à quel sujet? Je pensais qu'il n'y aurait pas autant de complications en fait avec mon rôle d'aidante, avec notamment la disponibilité que je pouvais donner à ma sœur. Maintenant, je pense que je ferai plus attention, si je devais revenir en arrière, je ferais plus attention et je dirais lors de l'entretien que je suis jeune aidante et je demanderais s'il est possible de mettre en place des choses. Merci Julie d'avoir accepté de vous livrer face caméra. Ça vous fait quoi de voir ces images? Ça me rend très très fière de voir ces images parce que je suis très fière du projet et ça a été un plaisir de tourner, ça a été un plaisir de me livrer. Après ça fait beaucoup d'émotions aussi parce que ça fait des souvenirs. Voilà, et puis ma petite sœur a été opérée en début de semaine et donc du coup j'ai encore la fatigue et l'angoisse de ce moment-là, donc du coup la revoir à l'écran, ça ne fait que me confirmer qu'elle me manque, comme toujours, mais ça me rend très très fière et je suis très contente. Alors vous avez quitté la maison familiale à 18 ans pour vos études, vous avez maintenant pris votre indépendance, on l'a vu dans le reportage que c'est loin d'être simple pour vous ce rôle d'aidante. Est-ce que finalement cet éloignement n'était pas une solution pour vous de vous préserver? Tout à fait. Quand j'ai pris la décision de partir faire mes études loin, donc à 3h30 de route de Nevers, là où habitent mes parents, c'était aussi une manière pour moi de dire, là je suis aidante, mais j'ai aussi besoin de vivre ma vie en fait. Je ne peux pas rester tout le temps à la maison à aider ma sœur et à me construire juste autour de ça. Pendant du coup très longtemps, je me suis construite uniquement autour de ça. Et moi, j'avais besoin de partir pour pouvoir prouver aux autres et surtout à moi-même que je pouvais faire autre chose. Alors, j'imagine que ça n'a pas dû être simple non plus pour vos parents, le fait que vous partiez. Pour mes parents, ça a été assez compliqué quand je suis partie. Ma mère m'appelait tous les jours. Mon père, il ne le montrait pas trop, mais il était quand même touché que je parte. Après, mes parents, ils m'ont toujours poussée à faire les choses pour moi et à avoir des projets. Donc, ça a été compliqué et en même temps, ils m'ont jamais fait culpabiliser. La seule personne qui culpabilisait, c'était moi, en fait, parce que je me disais, je laisse tout le monde et j'abandonne ma sœur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous retrouvez votre instinct d'aidante lorsque vous rentrez à la maison, j'ai envie de dire, chez vos parents? Tout à fait. Quand je rentre chez mes parents, je retrouve mon rôle d'aidante. Quand je retrouve ma sœur, je retrouve mon rôle d'aidante. C'est toujours compliqué de faire la part des choses entre la Julie sœur et la Julie aidante. C'est toujours très compliqué pour moi. Mais il y a toujours ce rôle d'aidante qui prend le dessus. Toujours. Et qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de ce reportage? J'aimerais qu'on retienne qu'on est beaucoup d'aidants en France et qu'il est important de nous écouter parce qu'on a plein de choses à dire. Et vraiment, les aidants ont beaucoup de choses à apporter au monde et surtout les jeunes aidants. Et ils sont courageux, ils sont merveilleux et je suis fière de moi. Vous pouvez être fier de vous, vraiment Julie. Félicitations pour tout ce que vous faites, pour le courage, c'est le mot que vous avez donné tout à l'heure. Pour justement, si on devait donner un mot pour qualifier ce qu'est être un jeune aidant, le courage, et ça vous va merveilleusement bien. Et on va rappeler un chiffre quand même, c'est 11 millions en France d'aidants, 500 000 concernant les jeunes adultes aidants. Merci Julie d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous bien évidemment. On va passer donc à l'histoire de Romain. Romain Guérino alias Roro le Costaud. Alors vous êtes devenu en France l'une des figures du monde du handicap grâce à vos vidéos. Vous avez près de 225 000 abonnés sur Insta.
J'en ai 40. Plus de 280 000 sur YouTube et 1,5 million sur TikTok. Alors, ce sont des vidéos qui font un carton sur les réseaux sociaux dans lesquels vous racontez votre quotidien, vous donnez des astuces, vous démontez aussi avec humour les clichés sur le handicap. Et c'est aussi l'occasion, Roro le costaud, eh bien, de pousser des coups de gueule. Ah oui. Je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo YouTube. Pour vous montrer, les places handicapées sont vraiment respectées. Bon bah déjà, ça commence bien, première voiture, pas de carte. Là on se rapproche de l'avant du magasin, ça va peut-être commencer à devenir compliqué. Il a suffi que je monte dans ma voiture pour qu'on ait plein de mauvais élèves. Pas filmé, il y avait un troisième qui était tranquille, c'était une famille, ils étaient en train de manger leur McDo sur la place handicapée, dans le plus grand des calmes. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi les places sont là. Donc moi j'ai ce système là. Mais qu'on mette ce système là, ou que la personne elle sorte le fauteuil à la main, c'est le même problème. On a besoin de place. À partir du moment où tu as la carte, tu peux te garer là. Ce genre de choses, c'est inconcevable. Les deux voitures se sont garées sur une seule place. Les deux personnes garées sur une place handicapée et en plus ils n'ont pas le droit d'être là. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Et toutes les places sont prises. Trouver une place handicapée en centre-ville, c'est comme trouver une végane au salon de la saucisse. Il n'y en a pas beaucoup et quand tu l'as, faut lui sauter dessus. Enfin la végane, la place handicapée. C'est horrible de dire ça. Mais alléluia, on en a trouvé un. Garé sur une place handicapée, avec un macaron sapeur-pompier. Oh allez, je me garde dessus, j'en ai pour 5 minutes, j'en ai rien à foutre. C'est excellent, vraiment c'est excellent et ce n'est qu'un extrait de la vidéo que vous retrouvez sur la page YouTube, enfin sur votre page YouTube. Hein, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. C'est un réel, on appelle ça. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est le petit teaser, on va dire. Et je retiens l'histoire de la saucisse. Ça, voilà, ça peut servir pour d'autres situations aussi. C'était très spontané, j'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir influenceur? Eh ben le hasard complet finalement, parce que c'était pas du tout prévu au programme. Je me suis pas mis sur les réseaux pour ça à la base. À l'origine, moi, je voulais juste parler de handisport au tout départ. J'avais un projet de Jeux paralympiques, voilà, de faire du sport de haut niveau. Et je voulais financer mon fauteuil d'athlétisme puisque comme tout le reste dans le handicap ça coûte très cher et c'est pas pris en charge. Donc voilà, j'ai voulu me faire connaître pour financer ce fauteuil et j'ai parlé du handisport. Et à la base je parlais que de handisport, mais les gens ont eu beaucoup de questions. Mais comment tu fais en dehors de tes séances de sport? Comment tu viens? T'as une voiture, tu conduis et puis attends, mais on voit ta fille des fois aux entraînements, mais tu le lèves seule, etc. Et quand j'ai eu toutes ces questions, je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas une bonne manière d'en parler? Et pourquoi pas moi, après tout? Pourquoi pas moi? Parce que quand j'étais en rééducation, quand j'ai eu mon accident, c'est vrai que moi j'étais chercher un petit peu mes réponses sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment à l'époque, et j'ai rien trouvé. Ouais, alors on rappelle, c'était en 2012. Et c'était en 2012, c'était beaucoup moins développé, exactement. Instagram était moins développé. Et vous avez eu un accident de ski? Un accident de ski, exactement. C'est un accident de ski, donc et suite à ça, ça vous a brisé la colonne vertébrale. C'est ça, j'ai une lésion au niveau C6, C7 au niveau de la moelle épinière. Voilà, donc je suis tétraplégique, une atteinte des 4 membres. Voilà, tétraplégique, c'est pas quelqu'un qui bouge que la tête. Ouais. Non, moi j'ai un problème au niveau des bras aussi, donc c'est bien une tétraplégie. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis lancé finalement. Et petit à petit, il y a eu un engouement, les gens sont arrivés, et puis je me suis rendu compte que je pouvais sensibiliser auprès des gens qui ne connaissaient rien au handicap, comme moi avant mon accident. J'étais ignorant complet du handicap. Et puis je pouvais aussi aider des gens qui étaient déjà handicapés. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient un gros manque d'informations. Ils ne savaient pas qu'on pouvait faire plein de choses. Ils ne savaient pas qu'il y a telle aide qui existait. Et puis, je sais pas, moi, je me suis renseigné. J'ai voulu... et je me suis dit, partage tout ça. Et puis, peut-être que tu vas aider au moins une personne. Puis, apparemment, j'en ai pas... C'est un peu plus d'une personne, quand même. Là, ouais, tant mieux. C'est génial. Mais tant mieux, effectivement. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez, en tout cas, ce sujet de l'aidance. Donc, on a parlé de votre fille qui a 11 ans. Comment est-ce que vous voyez sa position d'aidante? Mais c'est vrai que j'essaye quand même de la préserver de ce rôle, même si honnêtement elle le fait naturellement, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'elle le fait depuis toute petite. En fait, ça a commencé tout petit sans qu'on s'en rende compte. C'est que finalement, déjà petite, en fait, bébé, j'ai même envie de dire, elle n'était pas aidante auprès de moi, mais elle faisait en sorte que mon quotidien soit facilité. Et c'est tout bête, mais j'ai envie de dire, et ça commence au plus jeune âge, c'est-à-dire que même bébé, quand on changeait la couche, elle bougeait pas. Quand c'était papa qui changeait la couche, parce qu'elle voyait bien, elle sentait que j'avais des difficultés, elle bougeait absolument pas. Et en fait, ça commence là, et petit à petit, elle a développé en fait une espèce de capacité à faire les choses par elle-même.
à s'habiller toute seule, par exemple. Un truc tout bête, mais ma fille, elle s'habille toute seule depuis très très petite. Et, donc elle a développé une autonomie naturelle. C'est ça, en fait, elle s'est autonomisée beaucoup plus rapidement que d'autres enfants. Pour en fait me faciliter moi le fait de pouvoir m'en occuper tout seul. C'est une forme d'aidance, Rebecca. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que dans une famille, quand un handicap, une maladie survient, tout le monde est impacté, les enfants, et tout le monde s'adapte à cette... D'ailleurs, peu importe la façon dont ils vivent leur rôle, ou voilà, est-ce qu'on met un mot sur ce rôle. Et d'ailleurs, ta fille a participé à un de nos podcasts, puisqu'on peut la retrouver sur le podcast Bien caché des enfants aidants. Voilà. C'est peut-être un sujet d'étude, parce qu'on parlait des mineurs, parce qu'on parlait des collégiens, des lycéens, des étudiants. Et on peut encore descendre en termes d'âge, Aurélie. Oui, tout à fait. C'est un de nos objectifs aussi, d'aller interroger des élèves plus jeunes. Après, ça demande des méthodologies différentes. Donc ça, on est en train de travailler dessus, justement, avec des collègues du Québec. Et donc, voilà, on espère qu'on aura des nouvelles données ensuite à apporter. Mais vous pourrez interroger sa fille. Voilà, donnez-moi une. Ça, c'est bon, c'est calé. Qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours de Julie qu'on vient de voir? C'est magnifique, hein. Honnêtement, moi, en plus, elle est très forte parce que moi, j'aurais pleuré. J'aurais pleuré dans le reportage. Moi, je suis hyper sensible. Je vous assurais qu'elle avait les yeux un peu mouillés, parce que juste à côté de moi. Parce que moi, je suis hyper sensible et je pense que j'aurais pleuré. C'est sûr et certain. Non, c'est beau. C'est beau parce que forcément, je fais une translation de notre histoire et j'imagine ma fille, voilà, même si là, elle est avec sa sœur, mais... Enfin voilà, je vis une relation particulière avec ma fille du fait de mon handicap, et du fait qu'on a grandi ensemble avec ce handicap. Donc j'ai vraiment une relation très forte et je sais ce qu'elle ressent pour sa sœur. Ouais. Parce que moi je le ressens pour ma fille. Alors les rôles sont inversés, mais je sais que ce qu'elle apporte à sa sœur, j'imagine que sa sœur lui apporte énormément également. Ouais. Julie, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à la fille de Romain? Alors déjà, je voudrais lui dire qu'elle a un super papa, que moi j'ai découvert effectivement son témoignage avec la pause brindille et je l'ai trouvée merveilleuse et je l'ai trouvée extrêmement courageuse. Et je voudrais juste lui dire courage et puis tu as des personnes sur qui tu peux te reposer. Et ça c'est important. Elle est merveilleuse. Julie, et c'est une question que je vais vous poser à toutes et tous, puisqu'il nous reste 4 minutes sur cette première partie. Comment mieux détecter les jeunes aidants selon vous? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré et par qui? Julie? Pour moi, déjà, il faudrait que les écoles, dès l'école primaire, prennent en compte le fait qu'il y a des jeunes aidants. De toute façon, il y en a dans leur établissement, donc il faut absolument les détecter dès l'âge, dès qu'ils sont petits en fait, parce que c'est à ce moment-là que tout se joue. Donc ça passe par dire, voilà, il existe des jeunes aidants, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut les accompagner, est-ce qu'il existe des choses pour les aider, et puis après, il faut que la détection continue de se faire en fait plus l'enfant grandit, voilà. Après moi je sais que ce qui m'a manqué surtout ça a été un accompagnement et peut-être un accompagnement psy, chose que j'ai pas eu pendant très longtemps et je pense que c'est important cet accompagnement psy. Romain? Mais moi j'ai envie de dire, je pense que la détection elle se fait par tout le monde. Elle se fait par tout le monde parce que, effectivement, l'école, c'est hyper important. L'école, mais aussi les parents, l'entourage. Et puis, au-delà de ça, je pense que ce qui manque vraiment, c'est un réel statut d'aidant, en fait. C'est au-delà de ça. On en a souvent parlé. Un statut, une reconnaissance officielle, en fait, de l'aidant. Parce qu'à partir du moment où on a cette reconnaissance... on a cette légitimité du coup qui entre en place en fait. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aurélie, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer justement sur la détection des jeunes aidants selon vous? Pour rebondir sur ce que disait Romain, justement, je pense qu'il faudrait une énorme sensibilisation, mais de toute la société. Et bon, c'est prévu dans la nouvelle stratégie nationale pour les aidants, donc on verra comment ça pourra être mis en œuvre. Mais je pense que ce serait un premier pas. Et après, pour rebondir, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les professionnels de santé qui accompagnent les personnes malades pour qu'elles puissent aussi élargir leur champ de vision à la famille qui est autour et qui peut avoir besoin d'aide.
Rebecca, pour terminer. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je pense qu'il faut vraiment une sensibilisation massive et que ce soit vraiment l'affaire de tous. Donc nous, ce qu'on préconise à la Pause Brindille, en tout cas ce qu'on porte, c'est de créer des ambassadeurs finalement de cette thématique-là, que tout le monde soit en capacité de se dire je connais des jeunes aidants autour de moi, je peux les identifier et je peux essayer de les accompagner au mieux, en tout cas leur demander comment ils vont, de quoi ils ont besoin, comment ils pourraient être accompagnés au mieux. Romain, vous allez rester avec moi pour la deuxième partie de cette émission. Super. Je reste. Et nous allons remercier donc Aurélie Intas, chercheuse professeure au laboratoire de psychopathologie et processus de santé à l'université Paris-Cité. On va remercier Rebecca Billy de l'association La Pause Brindille. Et on va faire un gros bisou aussi à Julie Bouchera pour son témoignage. Merci Julie. On vous embrasse. Alors, on va vous mettre à l'antenne. On va vous faire un coucou. Julie, merci beaucoup en tout cas. Merci et à très vite. Et merci pour vos retours d'expérience, pour vos études Aurélie et vos regards à vous quatre sur ce sujet de la détection. On va passer maintenant à notre deuxième partie de l'émission, comprendre et accompagner les jeunes adultes aidants. Comment comprendre et accompagner les jeunes aidants en milieu professionnel? Quelles solutions leur proposer pour répondre à ces questions? J'ai le plaisir de recevoir en plateau Éric Bardin. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes manager de la Fabrique Innovation Sociale à la direction des engagements sociaux et sociétaux donc à Malakoff Humanis. On retrouve Léonora qui est aidante. Bonjour Léonora. Bonjour. Alors vous allez nous raconter dans quelques instants votre parcours de vie. On retrouve aussi Nils Poussielg, responsable du pôle Research et Business d'Audencia. Bonjour Nils. Bonjour. Et puis en distanciel, on a le plaisir de recevoir Amaranta Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association JAD et vous allez nous la présenter dans quelques minutes. Tout d'abord, on va commencer avec vous Éric. Côté Malakoff Humanis, pourquoi est-il selon vous important de bien comprendre ce sujet des jeunes aidants et jeunes adultes aidants salariés ? Alors c'est important à double titre. C'est important tout d'abord parce que on parle de jeunes et on constate nous parfois que les difficultés, les fragilités peuvent s'ancrer dans le temps. Donc plus on va les prendre tôt, plus on va accompagner, plus on va aider ces personnes tôt, moins il y aura de chances que ces difficultés justement s'ancrent dans le temps. Donc ça c'est un premier point. Et puis un deuxième point, donc on est un groupe de protection sociale, Malakoff Humanis, on va s'occuper de retraite, de prévoyance et de santé. Donc il y a une forme de logique à accompagner ces personnes-là. Et puis il ne faut pas oublier que là où il y a des aidants, il y a des aidés. Et donc voilà, il y a tout cet écosystème à accompagner. Et donc c'est important qu'on puisse le faire. Ouais. Quelles solutions leur apportez-vous ? Alors des solutions, il y en a à trois niveaux. Le premier, c'est notre accompagnement social qui est ouvert à chacune et à chacun des personnes qui nous sont affiliées par un contrat. Donc là, ça va être des services personnalisés pour ces personnes-là. Ça peut aller jusqu'à des aides financières. Il y a un deuxième plan sur lequel on intervient, c'est le plan de l'intérêt général, sociétal. On va aider, on va financer des projets. Alors vous avez reçu sur la première partie des personnes. On a par exemple participé au financement de l'étude de l'université Campus Caire. Voilà. On va aider la Pause Brindille à développer une communauté digitale, qui sont basés sur Lyon, et donc on va les aider à ce qu'ils puissent rayonner sur tout le territoire. Et puis on accompagne depuis fort longtemps maintenant, une dizaine d'années, l'association JAD. Ah, vous êtes le partenaire historique, voilà. L'un des partenaires historiques, et on va en parler aussi dans quelques instants avec Amaranta. Alors on le sait, les études sont de plus en plus longues. Qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour les étudiants qui nous regardent ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Alors moi j'ai une réflexion sur ce sujet-là. Qui me vient de l'expérience que j'ai avec les entreprises. Dans les entreprises, le sujet des aidants est relativement assez récent aussi. Et en fait, il est beaucoup arrivé par le biais de la question du handicap. C'est-à-dire que depuis longtemps, la question du handicap, elle est traitée dans les entreprises. Et elle est traitée au travers de missions handicap qui peuvent exister dans les entreprises et donc qui prennent cette question-là. Et en fait, dans ces missions handicap, au fur et à mesure, on a vu arriver la question des aidants. Parce qu'il y a bien évidemment beaucoup de porosité entre les deux sujets. Et donc, le sujet des aidants s'est développé à travers ça. Et je me dis qu'il peut y avoir la même chose dans les universités, les grandes écoles, puisque aujourd'hui, dans toute université, dans toutes les grandes écoles, vous avez
aussi une mission handicap. Et donc je me dis qu'on pourrait suivre le même chemin et il y a tout un réseau qui existe déjà. Enfin voilà, pourquoi réinventer le fil à couper le beurre quand tout existe déjà. Ouais, c'est vrai, ça fait réagir Romain. Bah oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ouais, il faut avancer dans le bon sens. On va le voir avec Nils, hein, puisque vous allez porter la parole d'Audencia. Je reviens juste sur une phrase qui a été dite par Delphine dans le reportage sur Julie dans la première partie de l'émission. Communiquer sur ce sujet comme on communique sur la RSE. C'est ça finalement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est en faire un sujet avec les autres et embarquer les mêmes personnes, on gagnera beaucoup de temps. Alors Nils, en 2024, vous souhaitez justement mettre en place un parcours d'accompagnement pour les jeunes adultes aidants. Expliquez-nous. Oui, absolument. Effectivement, en 2024, on veut mettre ce parcours en place pour les étudiants dans l'enseignement supérieur avec nos partenaires. En fait, on est parti de plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il n'existe pas ou peu de choses finalement dans l'enseignement supérieur pour la détection, l'accompagnement et la valorisation des compétences professionnelles des jeunes aidants. Ensuite, il existe des initiatives sur l'aménagement des études, sur des bourses, sur les critères sociaux. Mais on se rend compte que finalement, ces dispositifs ne sont pas ou peu connus, pas ou peu utilisés. Alors, il y a plein d'explications à ça. On pense que les jeunes aidants ne se reconnaissent pas forcément non plus dans ce rôle, ou une méconnaissance aussi de ces dispositifs. Et le troisième point, c'est qu'il y a un besoin d'une structuration d'une démarche, alors de communiquer sur le sujet. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de ce plateau, aussi auprès des jeunes aidants. Peut-être d'expérimenter aussi des choses dans l'accompagnement et la détection, créer aussi un écosystème autour de ce sujet, et puis après, peut-être mesurer l'efficacité de nos actions. Et donc, ça sera l'idée de ce parcours d'accompagnement en 2024. On rappelle que c'est le fruit d'un an et demi de conversation aussi avec vous, Léonora, puisque vous connaissez très bien. Également, on s'est rencontrés dans le cadre associatif et bénévole, et puis on a pu avoir différents échanges. Et ce qui, moi en tout cas, ce qui m'a touchée, ce qui était important pour moi, c'était d'apporter mon témoignage, parce que je suis une ancienne étudiante de grande école aussi. Donc voilà, c'est intéressant aussi, hein, justement, ce retour d'expérience. Oui. Comment est-ce que vous allez débuter ? Alors, l'idée, c'est évidemment de ne pas partir d'une page blanche, comme le précisait aussi très justement Eric. Il y a des choses qui sont faites dans les grandes écoles. On a une mission handicap, on a une référente handicap. L'idée, c'est peut-être de rajouter une brique dans quelque chose qui est déjà existant, puisqu'il y a des actions qui sont menées pour l'accompagnement dans la vie scolaire, l'accompagnement dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, l'insertion professionnelle, et peut-être dans ce dispositif, rajouter une brique sur la détection, l'accompagnement, et tester des choses aussi pour ces jeunes. Quelles sont les actions prioritaires ? Alors, dans les actions prioritaires, il y a déjà de créer un écosystème de personnes qui travaillent sur le sujet, avec des sensibilités qui sont différentes, académiques, associatives, l'entreprise, les aidants, les aidés, nos partenaires apporteurs de solutions sur le terrain. Peut-être tester des solutions, dupliquer des solutions qui sont déjà expérimentées par nos partenaires. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'enseignement. Dont Malakoff Humanis, Eric ? Dont Malakoff Humanis. Tout à fait. Absolument. Et puis moi, je crois vraiment à l'idée d'une énergie collective sur le sujet, qu'on puisse mettre en place ensemble des solutions, tester, de voir ce qui marche, de faire un bilan de ce qui ne marche pas, et puis avancer ensemble, en fait, tout simplement. Romain, je reviens sur ce terme de l'aidance. En préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez une vision assez précise de l'aidance. Oui, parce que moi, en fait, comme j'ai dit, je l'ai découvert au fur et à mesure en grandissant avec mon handicap. Et j'ai découvert finalement que j'avais ma fille, mais j'avais aussi ma maman qui m'a aidé, qui m'aide, mon ami, et puis aussi mes frères et sœurs, parce que pendant longtemps, quand je faisais du sport, j'étais pas autonome, et qui je sollicitais, mes frères et sœurs, et qui m'aidaient à me mettre dans le fauteuil, qui m'accompagnaient jusqu'au stade d'athlétisme, parce que je pouvais pas rentrer tout seul dans le stade, et ils restaient parfois au bord du stade pendant que je faisais ma séance de sport, et voilà, j'ai vraiment j'ai eu cette découverte. Mais c'est vrai que sur le moment, moi, je me suis pas dit, ce sont des aidants. Je me suis dit, c'est mes frères et sœurs qui m'aident. Normal. Et voilà, normal, même si j'avais conscience quand même que je les sollicitais à outrance entre guillemets, mais que je les sollicitais plus qu'un frère et une sœur normalement, quoi. C'est ce qui se file un petit coup de main. Là, c'était très souvent. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où quand j'ai commencé à découvrir ce terme d'aidant et ce que c'était, je me suis dit oui, effectivement, j'ai beaucoup d'aidants dans mon entourage, clairement. Alors, pourquoi je vous pose la question sur ce terme d'aidant ? Je me suis dit, en regardant vos vidéos, je me dis, disons, Roro Costaud, il en profiterait pas un petit peu ? Regardez.
Faut que je vous montre. Parce que ça m'arrivera peut-être pas 2 fois dans ma vie. Je me fais couper ma viande par la première dame. Voilà. C'est juste un petit coup de main. En fait, Non mais ça m'arrivera jamais. Alors ça, la première dame qui... N'est-ce pas? Ça, c'est parce que c'est pour Roro le costaud. C'est pour Roro le costaud, tu crois? Oui. Ça arrive à tout le monde quand on se casse le bras, quand on C'est vrai. Merci beaucoup. On a toujours... Vous avez eu les honneurs de la première dame. C'est vrai. C'était à quelle occasion? C'était à l'occasion du Duo D, donc, qui a lieu tous les ans pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. J'avais partagé donc la journée du Duo D avec Jean-Christophe Combes, qui était ministre à l'époque. Et en fait, à l'occasion d'un repas, je me suis retrouvé à côté de la première dame, donc qui mangeait à côté de moi. Et en fait, très naturellement, de manière spontanée, très gentiment, et je précise, je n'avais pas la caméra au début de la séquence, et m'a tout simplement proposé de me couper ma viande parce qu'elle a vu que je ne pouvais pas le faire. Et voilà, donc j'ai accepté, bien sûr, parce que n'importe qui d'autre que j'aurais eu à côté de moi, je lui aurais demandé. Donc voilà, j'ai accepté. Et puis je me suis dit, oui, je vais immortaliser ça parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Voilà. Ça reste un bon souvenir. Exactement, un très bon moment et une personne très humaine. Alors j'aimerais qu'on parle de votre parcours maintenant, Léonora. Vous êtes aidante ou plutôt aimante de votre sœur aînée de 35 ans, polyhandicapée et atteinte de paralysie cérébrale. En découvrant votre parcours de vie, je me suis quand même posé la question, mais comment arrivez-vous à tout faire? Déjà, ma sœur a 36 ans, elle a fêté ses 36 ans en septembre. Je pense que ça va être important quand elle va regarder. Comment j'arrive à tout faire? Tout simplement, comme tout le monde, avec beaucoup d'aide. J'ai la chance extraordinaire d'avoir une maman géniale qui porte énormément, mais j'ai aussi la chance d'avoir un noyau familial avec ma mère et ma grand-mère. Mais lors de mes études, ça a été assez compliqué parce que j'ai pas été ce qu'on appelle une aidante dans la définition. J'étais à distance à 100 km, donc ce qu'on appelle une aidante à distance. Où en fait la charge mentale était toujours la même. Donc j'avais pas la charge physique de la porter, de la toucher, de lui donner ses médicaments, mais j'avais aussi la charge mentale de la soutenir émotionnellement, de gérer les papiers administratifs à distance ou de faire des rappels auprès de ma mère. Donc oui, on fait comme on peut. Ouais, on fait comme on peut, hein, effectivement. Est-ce que durant vos études, quelqu'un a remarqué que vous étiez jeune aidante? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Je crois que personne n'a remarqué. Ça aurait été très très utile parce que, par exemple, juste un exemple, j'avais un examen le lendemain et ma sœur m'appelle en catastrophe, paniquée parce qu'il manque la carte vitale. L'infirmière ne trouve pas la carte vitale. Et c'est moi qu'on appelle à 100 km. Donc il faut que je calme la crise d'anxiété de ma sœur et que je rassure l'infirmière et j'appelle aussi ma mère pour lui dire de trouver la carte vitale. Et je me retrouve à 100 km de là. Et c'est comme si, par exemple, aussi à tomber malade, j'avais vu ou entendu d'ailleurs cet exemple-là. Elle tombe malade, elle est en panique. Que faire pour trouver un médecin? Exactement, c'est ce qui s'est passé en février dernier. Ma sœur est tombée malade chez elle et moi, il faut savoir que j'habite à peu près à 150 km. Et la conjoncture faisait que ma mère n'était pas là, donc j'étais l'aidante. Et on m'a appelé pour que moi je trouve à 150 km. Comment on fait? Le médecin, on prend la voiture et on y va. Et on laisse tout tomber et on prend un jour de congé. Voilà, obligé de prendre un jour de congé. Obligé de prendre un jour de congé. Et par rapport à votre employeur, est-ce qu'il a une forme d'empathie? Est-ce qu'il est au courant? Est compréhensif? J'ai pas parlé ouvertement du fait d'être aidante. J'ai la chance aujourd'hui d'être travailler dans un groupe qui est assez pionnier sur la question des aidants. Donc je lui ai pas parlé encore ouvertement, je n'ai pas eu encore besoin. Mais ce que moi je recommanderais effectivement, c'est d'en parler pour qu'au moins il n'y ait pas de quiproquo et que même auprès de l'employeur, si on doit prendre des congés plus régulièrement, il puisse comprendre. Alors Eric, c'est vrai que sur ces thématiques de l'entreprise, vous faites beaucoup de choses, vous mettez des actions en place pour sensibiliser
Donc vos entreprises adhérentes, vos clients adhérents. Oui, tout à fait. On a toute une gamme de services pour permettre justement aux entreprises, oui, de sensibiliser, pour rendre visible l'invisible. Parce qu'on le voit depuis tout à l'heure que c'est vraiment une grosse question. Et oui, se manifester, c'est important. Quand j'entends ce témoignage-là, vraiment, ça résonne beaucoup parce qu'il y a un service qui commence à émerger et qu'on propose aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le care management. Et c'est effectivement une personne, et là dans les situations que vous évoquez, c'est exactement ça en fait, on pourrait mobiliser ce service et la personne au bout du fil trouverait les solutions, enfin elle est payée pour ça et elle a les ressources pour ça, et ils ont maillé tout le territoire pour pouvoir, ces entreprises de care management. Donc oui, et ça se développe beaucoup dans les entreprises. Quel impact ça a eu sur vous, sur votre vie de jeune ado et jeune adulte? Alors, avoir été aidante a été très compliqué. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille monoparentale, donc je n'ai que ma mère. Mon père est parti assez tôt du tableau familial. En tant qu'adolescente, ça a été compliqué parce que j'ai organisé toute ma vie autour de ma sœur, faute du fait qu'il n'y avait que ma mère. Donc, c'est-à-dire que j'allais pas au boom. À l'époque, on appelait ça des booms. On fait partie de la même génération. Ouais, bon, ça va. On a fait des booms aussi. Ouais. Tout va bien. Donc, j'avais pas de vie sociale, j'allais pas au cinéma avec mes amis, j'avais pas d'activité sportive. Voilà, tout tournait vraiment autour de ma sœur et qu'il n'y ait pas un grain de sable dans le rouillage de la mécanique. Ouais, du quotidien. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Alors, déjà, psychologiquement, beaucoup. Parce que même pendant mes études, j'ai fait 2 burn-out à force de m'oublier. Qu'est-ce que ça m'a coûté d'autre? C'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, que je crée mon identité, que je sais qui je suis. Ouais. Là où on le crée beaucoup plus tôt. Et ce que ça m'a coûté? Des séances de psy. Des séances de psy aussi. Et même sentimentalement, j'imagine que ça devait être assez compliqué, finalement. Pas tant que ça, parce que moi, je sélectionne les gens que je fréquente. Vous avez trouvé un amoureux qui est bienveillant, c'est ça que vous voulez nous dire? Oui, éventuellement. Oui. Il regarde, attention, c'est pour ça que je dis ça, il regarde. Non mais c'est intéressant aussi de savoir que, mine de rien, ça ne vous a pas non plus impacté sur l'aspect sentimental. Oui, c'est possible, c'est le message que j'ai envie de dire, parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était pas possible et que ma condition, c'était que mon partenaire devait accepter ma sœur. Voilà, aujourd'hui, c'est possible, j'ai envie de le dire. Tant mieux. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme accompagnement et par qui? J'aurais aimé, sur tout mon parcours en général, aimer être accompagnée un peu plus par l'école déjà, parce que je me souviens qu'à l'école, je l'avais dit, même au lycée, je l'avais spécifié que j'étais aidante. Et, dans la fiche qu'on remplit voilà, dans la fiche. Et au final, personne s'est saisi de cette information et personne ne comprenait pourquoi je ne rendais pas mes devoirs à temps. Ce qui est incroyable. Parce que je faisais mes devoirs à 21h à cette époque, quand tout le monde dormait. C'est la deuxième. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur l'aidance à distance, parce que c'est vrai que c'est pas ou peu connu, alors que ce soit dans les entreprises ou à l'école, mais se dire qu'on peut vivre à plusieurs milliers de kilomètres de son proche, être pleinement impliqué dans un rôle de coordination en termes de charge mentale, et c'est vrai que ça c'est finalement assez méconnu aussi, et donc c'est important que Léonora puisse nous apporter effectivement ça. Alors que ça concerne un nombre important de situations. Et en plus, ce côté charge mentale, parce qu'on a beaucoup parlé de charge physique depuis. On s'imagine beaucoup la charge physique finalement, mais c'est vrai que tu as tout ce volet charge mentale qui est assez important aussi. Et ça vous a coûté 2 burn-out quand même? Oui, aussi. Voilà. Et ça ne vous a pas empêché de réussir vos études? Non, j'ai réussi mes études et puis aujourd'hui je travaille. C'est une bonne nouvelle. Félicitations. Vous connaissez tous les deux, Léonora et Romain, très bien l'association Jade. Si vous deviez me décrire en quelques mots l'association, vous me diriez quoi? Et après on va donner la parole à Maranta. Moi, je dirais, en quelques mots, c'est court quelques mots, je dirais beaucoup de bienveillance est nécessaire pour avoir du répit. Romain? Moi, j'ai envie de dire indispensable, tout simplement. C'est une association qui fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de bien, donc on en a besoin.
Alors Jade, c'est Jade pour Jeunes Aidants Ensemble. Alors je rappelle encore ce chiffre, sur 11 millions d'aidants en France, environ 500 000 sont des enfants, des ados, des jeunes adultes de moins de 25 ans. Amaranta, quelle mission vous êtes donnée avec l'association Jade ? Eh bien, merci beaucoup. En fait, je ne suis pas certaine que ce chiffre-là soit le reflet de la réalité. Récemment, il y a eu une enquête qui a été publiée par l'adresse et qui montre qu'en France, il y a 523 000 jeunes aidants d'un proche parent en situation de handicap. Donc on imagine bien que le chiffre que l'on avait un peu en tête de 500 000 jeunes aidants en France est largement sous-évalué par rapport à cette récente enquête nationale, parce que évidemment tous les jeunes n'accompagnent pas forcément quelqu'un en situation de handicap, mais également un proche malade ou en perte d'autonomie, une personne âgée par exemple. Donc le chiffre est beaucoup plus important, je crois. C'est tout l'intérêt des travaux que vous aura présenté aussi, notamment le professeur Aurélien Tasse tout à l'heure, c'est-à-dire d'arriver à obtenir des prévalences par rapport aux âges des jeunes aidants ou par rapport à leur situation. Aujourd'hui, ça me semble ultra nécessaire pour faire avancer la question en France. Oui. Voilà. Concernant les missions. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de l'Association nationale Jade ? Eh ben, justement, on soutient et on promeut la recherche parce que c'est essentiel pour pouvoir développer des dispositifs. Depuis 10 ans, nous proposons des ateliers en résidence, appelés les ateliers artistiques répit Jade, et des séjours de répit l'été pour que les jeunes aidants entre 6 et 18 ans puissent souffler, rencontrer d'autres jeunes aidants, partager leur expérience, dire à travers un média artistique ce qu'ils vivent, à la fois les aspects difficiles, et Léonora en a très bien parlé, mais aussi parfois les aspects positifs de l'aidance, parce qu'il y en a. Mais en tout cas, pour qu'ils puissent créer une communauté et s'exprimer et nous dire quelles sont leurs attentes. Parce qu'on ne va pas, nous, adultes, présumer de leurs besoins. On a besoin de leur donner la parole et d'être le vecteur de cette parole pour construire des solutions. Et ça représente combien d'adhérents ? Alors, combien d'adhérents dans l'association ? Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas tellement focalisé sur la question des adhérents. Ce que ça représente aujourd'hui, c'est le fait que nous avons labellisé, ou plutôt modéliser le dispositif Jade de manière à ce que nous puissions accompagner des porteurs de projets en région pour qu'ils s'en saisissent. La finalité, c'est que tous les jeunes aidants en France puissent bénéficier de ce type de dispositif. Je crois, d'après le témoignage de Léonora, que c'est une attente, c'est un besoin. Donc, il en faut un dans chaque département. Aujourd'hui, il y a 16 départements en France qui proposent des ateliers artistiques répit Jade. Oui, on rappelle que vous avez cette volonté d'essaimer sur l'ensemble du territoire, avec le label. Oui. C'est un label que vous avez monté. C'est un label, c'est-à-dire que ce qui est essentiel pour nous, c'est ce qu'on a constaté directement auprès de la population qu'on accueille dans le dispositif pilote ici en Essonne. Il faut absolument que ces ateliers soient gratuits pour les jeunes et leurs familles, parce que vous savez que la maladie, le handicap sont des facteurs paupérisants au sein d'un foyer. Je crois que l'étude Campus Care aussi est assez révélateur là-dessus. On a un certain nombre de jeunes aidants, étudiants aidants, qui sont obligés de concilier 3 rôles. Ils sont à la fois aidants de leurs proches, ils sont étudiants, mais ils sont aussi salariés pour pouvoir gagner un peu d'argent et contribuer. Donc c'est très important qu'on puisse faire de la prévention en amont, et donc pour les plus jeunes, eh bien qu'on puisse proposer une solution de répit, un lieu pour souffler, pour rencontrer d'autres, qui soit entièrement gratuit. Donc ça, c'est pour nous extrêmement important. Est-ce que la crise Covid et le contexte actuel n'a pas précarisé justement leur statut ? Alors, la crise Covid a été un très grand révélateur des situations. Ça a été le cas pour tous les aidants, quel que soit leur âge, pour les adultes, pour les personnes âgées aidantes, qui sont très nombreuses aussi, mais aussi pour les enfants, peut-être avec cette petite chose en plus, c'est la façon dont l'éducation nationale a géré la crise Covid. Alors d'abord, pour un jeune qui accompagne un proche malade ou en situation de handicap, le fait que l'école soit fermée et qu'on leur dise « attention, mettez des masques parce que sinon vous risquez de contaminer votre proche », je crois qu'on n'avait pas besoin de leur dire, ils le faisaient spontanément parce qu'il y avait une vraie angoisse là-dessus.
le fait d'être enfermé au domicile avec un proche parent, que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, un domicile dans lequel les professionnels du soin n'avaient plus accès du fait du confinement, a forcément renforcé la responsabilité de ces jeunes vis-à-vis de leurs proches. Certains ont accompli des gestes de soins, pas uniquement des gestes d'aidance, mais des gestes de soins, ont remplacé des professionnels du soin. Et ça, c'est extrêmement important de le pointer parce que c'est ce vers quoi on s'achemine aujourd'hui si on ne prend pas en compte dans nos politiques publiques les besoins des jeunes aidants. Voilà. Alors, j'ai vu sur votre site que vous étiez soutenu par de nombreux partenaires privés et publics. On l'a dit, Malakoff Humanis, partenaire historique. Oui. J'ai beau chercher, je n'ai pas vu le ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, je le regrette tout comme vous. Aujourd'hui, évidemment, alors Malakoff Humanis, c'est notre partenaire historique, mais nous travaillons beaucoup avec la Direction générale de la cohésion sociale au niveau du ministère Santé Solidarité depuis 2019, depuis notre premier colloque organisé avec le laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris. Ça, c'est important. Mais même, pour vous dire à quel point c'est frustrant, c'est que même la Direction générale de la cohésion sociale a du mal à mobiliser aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. C'est d'autant plus frustrant que nous avons récemment plutôt été satisfaits de voir que le ministère de l'Enseignement supérieur s'est saisi de la question. Je ne sais pas si vous l'avez abordé en première partie puisque je n'étais pas là, mais depuis peu, il y a désormais une bourse pour les étudiants aidants qui leur permet de gagner 4 points de charge. C'est pas rien. C'est un gros effort. On voit que le ministère de l'Enseignement supérieur est embarqué sur le sujet depuis 2019, depuis le décret de Frédérique Vidal qui annonçait qu'on pouvait considérer les jeunes aidants comme des élèves à besoins spécifiques, tout comme les hauts sportifs, enfin les hauts sportifs, n'importe quoi, les sportifs de haut niveau, tout comme les étudiants chargés de famille, tout comme les étudiants en situation de handicap. Donc ça, c'était un premier socle de bonnes intentions qui a aujourd'hui été, je dirais, confirmé par la volonté d'élargir les critères de bourse sur critères sociaux pour des élèves étudiants aidants. Et ça, c'est très, très important. Oui. Maintenant, reste à mobiliser l'éducation nationale. Et alors, écoutez, si l'objet de cette émission était de pouvoir les booster, eh bien, je plus sois à 200%. Ah ben, on vous le souhaite, en tout cas. Alors, pour terminer cette émission, j'ai une dernière question à vous tous en plateau et pour vous aussi, Amaranta. Quel message souhaiteriez-vous faire passer à ces jeunes aidants et jeunes adultes aidants? Amaranta. Alors, le premier message que je ferai passer aux jeunes aidants, c'est vous n'êtes pas seuls. N'hésitez pas à parler de votre situation. Ne craignez pas la stigmatisation du handicap, de la maladie. Trouvez dans votre entourage quelqu'un à qui vous pourrez en parler. Ça peut être une voisine, ça peut être une amie de vos parents, ça peut être un enseignant, ça peut être un professionnel de santé. Voilà. À partir du moment où vous êtes amené à procurer des gestes d'aide et des gestes de soins, n'hésitez pas à en parler. Ça me semble très important. Et aujourd'hui, pour les étudiants aidants, j'ai envie de leur dire, peut-être que vous n'êtes pas au courant du dispositif qui vient d'être créé en cette rentrée 2023. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du CROUS pour faire une simulation et voir si, en tant qu'aidant d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, vous n'êtes pas aujourd'hui éligible à une bourse. Et puis, rejoignez-nous sur la communauté LinkedIn, sur notre site internet jeunesaidants.com parce que LinkedIn, c'est un collectif de jeunes adultes aidants qui cherchent à s'entraider les uns les autres. Et je crois que ça, c'est essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Amaranta d'être intervenue en distanciel et bravo, vraiment bravo pour ce que vous faites avec votre association Jade. On vous embrasse. Merci Amaranta. Merci. À très vite. Merci. À très vite. Pour répondre à cette question, quel message vous aimeriez faire passer, Eric? Rendez-vous visible. On vient de le dire, des solutions émergent, le sujet des aidants monte. On vient de le voir avec Amaranta qui nous parlait de l'université. Dans les entreprises, c'est un sujet qui monte aussi. Donc maintenant, c'est rendez-vous visible pour qu'on puisse vous accompagner. Nils?
On a besoin, ouais, effectivement, on a besoin d'ambassadeurs. Venez parler de vos situations, venez nous aider à co-construire des solutions. Il y a aussi un sujet sur cultiver l'employabilité des jeunes aidants. Donc, on doit sensibiliser aussi les organisations. Il y a des choix d'orientation professionnelle qui se font autour d'un âge pivot qui est autour de 20 ans. Et donc, on se doit aussi dans les grandes écoles pouvoir faire des propositions pour ces jeunes aidants. Donc, je pense vraiment à l'ensemble de cette énergie ensemble. Venons porter un message, libérons la parole, rendons visible le sujet, tout simplement, définissons-le, et puis avançons tous ensemble, tout simplement. Léonora. Ça arrive, hein. Même en direct, hein, je vous rassure. Romain, on va comment Romain. Ouais, alors moi j'ai Léonora. On vient de la perdre. Léonora, je t'ai entendu dire un mot tout à l'heure et ça me paraît important de le dire. Ne pas vous oublier. Parce que vous êtes aidant, donc vous êtes aidant et aidant, ça veut dire qu'il y a un aidé. Et il ne faut pas vivre pour cette personne aidée, pas vivre uniquement pour cette personne aidée. Et je pense que avant de vouloir prendre soin de la personne, il faut aussi prendre soin de soi-même, parce qu'on peut pas s'occuper correctement de quelqu'un quand on n'est pas bien soi-même. Voilà, ça c'est important, ne pas s'oublier. Merci Romain. Léonora, ça va? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Vous voulez un peu d'eau? Non, ça va aller. Non, moi ce que je voulais dire déjà dans un premier temps aux jeunes adultes aidants et aux étudiants, vous n'êtes pas seuls. Ça, moi je l'ai cru longtemps. Donc n'hésitez pas à en parler, même si vous sentez que vous avez besoin d'aide et que c'est la honte, allez-y. Vous ne le regretterez pas au fond. Ensuite aux proches, parce qu'il y aura des proches sûrement qui vont nous regarder, de juste demander si ça va, tout simplement. Des fois, on a juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de nous. Et mon dernier message, c'est auprès des politiques publiques, de nous prendre en considération dans toutes les politiques publiques, et notamment parce qu'on nous considère comme le squelette du système de santé français. Donc, s'il vous plaît, prenez-nous en considération. Merci pour ce message de conclusion. Merci donc à Eric Bardin, à Nils Poussialga, à Léonora et à Romain dit Roro le costaud. Alors je vous rappelle qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok. Abonnez-vous, c'est vraiment sympa. Vraiment, ce que vous faites, c'est vraiment sympa. Et surtout, c'est plein de bon sens. Et ça fait du bien. C'est le but. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis en espérant vous avoir donné des clés, des pistes. Même si on le sait, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chemin est long, le chemin de l'aidance est long, mais on compte sur tout le monde. Comme l'a dit Romain, prenez soin de vos proches et prenez soin de vous aussi. On vous embrasse et à bientôt.